Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mardi 12 septembre et j'ouvre un nouveau vlog. Alors j'ai plein de choses à vous dire, mais on va le faire en plusieurs étapes. Je vous reprendrai plus tard. J'ai terminé pas mal de choses, etc. ces derniers jours, depuis que j'ai clôturé ce dernier vlog. Donc voilà, je vais vous dire en gros, et puis je rentrerai plus dans le détail sur certains livres dans les jours à venir. Alors niveau, on va commencer par les graphiques. La semaine dernière avec Flow & Books, on avait organisé une nouvelle semaine, on lit des graphiques, un graphique par jour pendant 7 jours. Je n'ai pas tenu la cadence la semaine dernière, j'ai lu que 4 graphiques sur les 7, mais je vais essayer de lire les 3 manquants dans la semaine. On est mardi, j'ai 6 jours pour lire 3 graphiques. On va essayer de s'y tenir. Alors, ce week-end, j'ai lu Nazi Killer, la formidable histoire de l'armée secrète de Churchill qui mit le feu à l'Europe. C'est un graphique qui m'avait été envoyé par les éditions des Rochers. C'est un graphique aux couleurs très très sombres. C'est pas les dessins que je préfère, ça je pense que je vous l'avais déjà dit. Plus ou moins mitigée sur ce graphique, peut-être que c'était pas le bon moment de le lire, je sais pas. J'adore lire des romans sur la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment ma période de prédilection. Et là je sais pas, dans le graphique là, je trouve que c'était trop lourd en fait, je sais pas comment le dire. Il y a énormément d'images, surtout au début, où il n'y a pas de dialogue, où c'est de la description. Je vais essayer de vous montrer ça. Ou alors c'est du dialogue, mais c'est quelqu'un qui parle en fait, mais qui parle sur plein de bulles différentes. Mais je ressors quand même plutôt satisfaite de cette lecture, puisqu'il y a des choses que je ne savais pas, que j'ai appris avec cette bande dessinée. Et puis il y a des choses que j'avais déjà lues, notamment Enigma, Bletchley Park, etc. avec cette machine pour décrypter les messages codés des nazis qu'on retrouve dans ce graphique. Et j'ai aimé le voir mis en image, toute cette période-là. C'est quelque chose que j'avais découvert avec le Code Rose de Kate Keane, et le retrouver ici, ça m'a vraiment plu. Mais pour autant, je ne saurais pas vous dire pourquoi je suis pas 100% emballée par ce graphique. Peut-être un peu lourd en fait, peut-être qu'il y avait trop de choses pour un graphique, je sais pas. On rencontre en fait plusieurs personnages qui ont eu une importance capitale dans la Seconde Guerre mondiale. On a ceux qui l'ont, Ian Fleming, Christopher Lee, Joan Bright, voilà, des personnages que je connaissais pas forcément, qui sont des personnages dont on n'entend pas forcément tout le temps parler quand on parle de la Seconde Guerre mondiale. J'ai appris beaucoup de choses, mais c'était parfois un peu lourd. Voilà. Je vais arrêter là pour ce graphique, Nazi Killer. Si vous aimez la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'il pourra vous plaire. Ça l'a fait un petit peu moins avec moi, mais je vous laisse comme d'habitude vous faire votre propre avis. Niveau lecture, j'ai plusieurs choses à vous dire. Ici, on va parler audio, ici, on va parler lecture en cours. J'ai terminé Ariane de Jennifer Saint aux éditions Sabran, un livre qui avait un magnifique jaspage. Mais lui, je vous en reparlerai plutôt la prochaine fois que je vous prends. Je vais vous parler plutôt de mes lectures audio aujourd'hui. Et sinon, j'ai attaqué la librairie Morizaki. Ce matin, je me suis réveillée très très tôt. Du coup, écoutez, en attendant, j'ai lu. Hein. Et voilà. Voilà au niveau de la lecture terminée, lecture en cours. Je pense que la prochaine fois que je vous prends, je pourrai vous faire l'update de ces 2 lectures que j'aurai terminé celui-ci. Et niveau audio, j'ai terminé durant le week-end La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley qui était paru aux éditions Charleston. Je l'avais pris sur Audible parce que c'est un beau pavé quand même celui-ci. En poche il fait 760 pages. La Maison de l'Orchidée, c'est l'histoire de Julia Forrester. C'est une pianiste internationale connue et reconnue qui vient de vivre un drame absolu, le drame duquel on se relève très difficilement. Et pour ça, elle décide un petit peu de mettre sa vie en pause, sa carrière en pause, et de trouver refuge dans le Norfolk, là où elle a grandi, là où elle a que de bons souvenirs, notamment dans le domaine de
Wharton Park, pardon, j'ai eu un bug, notamment dans le domaine de Wharton Park où elle a énormément de bons souvenirs pendant son enfance. Son grand-père était le jardinier de ce domaine absolument incroyable. Sauf que, eh bien, Julia, elle va déterrer des secrets et des non-dits, de nombreux secrets, de nombreux mensonges qui ont failli faire basculer la vie de Wharton Park dans les années 40. Alors, j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai Lucinda Riley en grande prêtresse de la double temporalité, en grande prêtresse, voilà, c'est une excellente conteuse, elle a ce don absolument incroyable et elle a aussi cette facilité de nous faire voyager dans ses romans, puisque là, une partie se passe en Europe, une partie se passe en Asie, et comme d'habitude, un roman très dépaysant avec Lucinda Riley, une histoire, une saga familiale complexe, avec plein de choses, il se passe énormément de choses au fur et à mesure des années. J'ai autant aimé l'histoire du présent avec cette Julia dont je vous parle tout au début, qui vit un drame et qui va apprendre énormément de choses en fait en se rendant dans le Norfolk, qui va peut-être changer sa vie. Et puis il y a cette histoire dans le passé où on suit d'abord une jeune femme qui s'appelle Olivia et qui va rencontrer le futur héritier du domaine de Wharton Park et qui n'a pas la prétention de pouvoir lui plaire et qui pourtant, il se pourrait bien qu'il se passe quelque chose entre eux. Voilà comment démarre l'histoire dans le passé. Ça, c'est vraiment le tout début. Il se passe énormément de choses sur de nombreuses années et j'ai trouvé l'histoire du passé vraiment captivante. Elle nous raconte une histoire de famille comme elle sait le faire, avec énormément de mensonges, énormément de non-dits et voilà, qui font tout basculer, qui remettent tout en question, etc. L'histoire du présent, elle me plaît tout autant parce que vraiment je m'attache énormément au personnage de Julia. Je m'attache énormément à Olivia dans le passé et je m'attache énormément au personnage de Julia dans le présent. La petite chose qui va me rendre un peu plus chafouine, c'est la tournure au bout d'un moment que va prendre l'histoire de Julia dans le présent, où je suis pas hyper convaincue en fait. C'est la première fois que ça me fait ça avec Lucinda Riley. Ouais, il y a un truc qui me fait que, bon, je sais pas, c'était pas nécessaire de... Je l'aurais pas tourné comme ça si j'avais été écrivain, mais évidemment j'ai pas la prétention d'avoir le talent de Lucinda Riley et c'est son choix pour cette histoire-là qui me convainc un peu moins que d'habitude. Mais pourtant, c'est un bon moment. C'est une super saga familiale, comme elle sait le faire. Et voilà, je ressors de cette lecture. Je suis ravie d'avoir écouté ce livre sur Audible qui a su me divertir comme sait le faire à chaque fois Lucinda Riley. Et ouais, je passais un très bon moment. Et sinon, sur Next Story, là, j'ai attaqué L'ivresse des libellules de Laure Manel. J'ai bien attaqué puisque j'ai déjà écouté 92 pages. Là, on est sur une histoire de 4 couples d'amis qui se rejoignent tous les ans pour les vacances. Et cette année, ils ont décidé de partir sans les enfants. Donc voilà, ils se retrouvent qu'entre adultes. Voilà, chacun avec des personnalités très différentes. Pourtant, ils sont tous amis. À première vue, ça me fait un petit peu penser au film Les Petits Mouchoirs de Guillaume Canet que j'adore. C'est un de mes films préférés. Voilà, tout de suite ça vient résonner comme ça puisque voilà, c'est une bande d'amis qui part en vacances, qui se retrouvent tous en vacances, etc. Et puis voilà, il y a des personnages et des comportements qui me font penser à certains personnages. Voilà, ce que je peux vous dire pour la lecture que j'ai attaquée pour le moment. Je vous en reparlerai uniquement quand je l'aurai terminé. Sinon, j'ai fait aussi une petite réception que je vais ouvrir avec vous. J'ai reçu la semaine dernière une épreuve non corrigée en graphique. Je me demandais ce que c'était parce que c'était tout souple comme ça. J'avais l'impression que c'était presque un magazine. Et il s'avère que non, c'est une épreuve non corrigée de Le Cri qui est paru, je crois. Parution le 7 septembre, voilà. Aux éditions Phileas, c'est l'adaptation du roman de Nicolas Beuglet. Je l'ai lu ce roman, donc je vais pouvoir
regarder ce graphique et vous dire ce que j'en pense. Je vais essayer de le lire assez rapidement, peut-être pas cette semaine puisque du coup je voudrais lire les 3 graphiques que je devais lire pour la semaine on lit des graphiques, mais peut-être la semaine d'après. Un envoi surprise des éditions Philéa, je leur remercie beaucoup de leur confiance et je vous en reparle très vite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je vous reprends demain ou jeudi pour vous faire l'update de ces 2 romans-là. Je peux vous dire brièvement que celui-ci j'ai beaucoup aimé et que celui-ci, pour l'instant, eh bien, ça se lit vraiment bien. Voilà ce que je peux vous dire. Je vous reprends plus tard. Je vous reprends les mercredis, je vous reprends pour faire un petit unboxing. J'ai reçu des colis, j'ai pas trop le temps aujourd'hui, mais j'ai pas du tout envie d'attendre pour découvrir ce qu'il y a dans ces 2 colis. Donc, voilà pourquoi je vous reprends aujourd'hui avec... moi. On y va. Je vais commencer par ouvrir un petit paquet qui me vient des éditions Albin Michel. Il y a eu un loupé avec ma demande lorsque j'ai reçu le catalogue pour la rentrée littéraire. Et donc j'avais demandé plusieurs romans. Mais du coup j'en ai redemandé qu'un seul quand la responsable des envois etc. m'a recontacté. Et j'ai demandé l'épaisseur d'un cheveu. J'ai vu déjà qu'il y avait eu plusieurs déceptions, alors je sais pas trop à quoi m'attendre du coup. Au dos c'est juste écrit: il était alors impossible d'imaginer que 3 jours plus tard dans la nuit de jeudi à vendredi, Étienne tuerait sa femme. Donc voilà, j'ai vu pas mal de chroniques, bon c'est pas ouf, ou au contraire il y en a qui ont vraiment beaucoup aimé. Mais la tendance c'est quand même de pas être en grand kiff quoi. Donc ça fait 235 pages, ça je le lis du coup sur le mois d'octobre, je vous en reparlerai à ce moment-là. Ensuite, j'ai reçu un colis de chez Pocket Jeunesse et celui-là, j'attendais avec impatience et il a l'air d'avoir plein de choses là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, pour dire, il y a des oreilles mais après je sais pas. Des oreilles de renard. Trop marrant. J'essaye. Me voilà belle. Magnifique. Et donc... ça part en javel. Et donc j'ai reçu un roman que j'attendais énormément qui me vient donc de chez Pocket Jeunesse et il s'agit de La fille du renard et la merveilleuse boutique sur pattes. Felicity Fox n'est pas une fille ordinaire. Née avec des oreilles de renard, elle a été abandonnée dans un cirque alors quand un corbeau doué de paroles la libère et lui propose de le suivre, elle n'hésite pas une seconde. Hélas, elle se précipite droit dans le piège de l'ensorcelant maître Chantepleur et commet l'erreur de signer un pacte avec lui. Heureusement, elle est recueillie dans le salon de thé ambulant d'une adorable sorcière. Entre théières volantes, décoctions de plantes extraordinaires, gâteaux enchanteurs et clients plus étranges les uns que les autres, il existe peut-être un moyen de rompre le pacte maléfique. Voilà, c'est un livre qui se lit à partir de 9 ans, qui fait 330 pages. Oh, j'adore, il est hyper souple, j'adore les livres qui sont hyper souples comme ça. Illustration Lucie de Sertine. Voilà, je suis hyper contente. Donc j'ai des petites oreilles de renard. Et dans le colis, j'ai aussi un trop chouette petit bloc-notes, on peut dire, où c'est écrit les 3 choses positives de ma journée. Et je trouve ça hyper plein de good vibes, pardon, hyper positif. Et les illustrations, je suis hyper fan. Donc voilà, magie, univers, foisonnant, pâtisserie, coup de cœur de l'équipe Pégagie sur ce titre qui nous rappelle le château ambulant et Nevermore en nous embarquant dans un univers merveilleux et magique. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Moi et mes petites oreilles de renard, on vous reprend plus tard. Je suis belle? Tu les veux? Oh là là, t'es trop mignon. Allez, cette fois-ci, je vous reprends plus tard. Alors, qu'est-ce que tu nous as acheté de beau, toi? Stalker. Ouais. Dans ce cauchemar, la seule chose réelle, c'est la peur. T'as envie de frisson? Non. Ouais. J'ai déjà acheté un peu dans le genre. Mais t'as pas pris, c'est pas un tome 2, hein, parce que je vois qu'il y a ça là. Non, c'est juste le même auteur. D'accord. Et tu connais l'autre? T'as déjà lu? Non. D'accord.
Je vous reprends. On est jeudi. Alors, comme promis, je vous reprends pour vous parler d'Ariane, paru aux éditions Sabran de Jennifer Saint. Donc ici, on va parler mythologie grecque. On va parler de ce fameux, de cette fameuse légende d'Ariane. Ariane, c'est la fille du roi Minos, fils de Zeus, et de Pasiphae, la fille du dieu soleil. Minos et Pasiphae ensemble vont avoir de nombreux enfants, dont Ariane, dont Phèdre, dont Androgée. Un jour, alors la mythologie grecque, je pense que vous savez, c'est plein de petites guéguerres qui partaient de rien et qui ont pris toujours des proportions absolument incroyables. Un jour, Poséidon n'est pas content du tout après le roi Minos, puisque ce dernier a refusé de sacrifier un taureau. Pour se venger, il va faire... En gros, je vais le résumer très succinctement, il va faire venir un taureau qui va monter sa femme, Pasiphae, telle une vache, et elle va donc se retrouver enceinte. Elle accouchera un petit peu plus tard d'Astérion, plus connu sous le nom du Minotaure, cette créature à la tête de taureau et au corps humain. Minos décidera, avec l'aide de Dédale, un architecte, de faire construire un labyrinthe et d'enfermer cette créature dedans. Tous les ans, ou pas, parce que parfois la légende diffère, c'est tous les 9 ans ou tous les ans. Ici, il me semble que c'est tous les ans. Est envoyé d'Athènes 7 jeunes femmes, 7 jeunes hommes en sacrifice pour le Minotaure, pour un petit peu se faire pardonner le meurtre du fils de Minos et de Pasiphae, Androgée. Tous les ans, donc, sont envoyés par Égée de Athènes, 14 habitants d'Athènes. Une année, c'est le fils d'Égée, Thésée. Alors, pareil, la légende diffère. Parfois, il se porte volontaire, parfois, il a été tiré au sort parmi les 14 habitants d'Athènes. Il a été tiré au sort parmi tous les habitants d'Athènes pour faire partie de ces 14 envoyés en Crète. Là, dans le roman, il se porte volontaire, Thésée, pour aller tuer le Minotaure et ainsi arrêter le carnage, en fait, que tous les ans soient envoyés 14 habitants d'Athènes. Dans le roman, là, donc Thésée est envoyé et Ariane tombe sous le charme de Thésée. Elle a envie d'arrêter tout ça, elle est très en colère après son père, après le roi Minos, et elle veut l'aider à s'en sortir, elle veut qu'il sorte vivant de ce labyrinthe. Il lui promet qu'il l'emmènera à Athènes, qu'il fera de cette princesse une reine, et du coup, elle va l'aider. Elle va lui donner le fameux fil d'Ariane pour qu'il puisse retrouver son chemin dans le labyrinthe. Voilà, elle lui donne une sorte de pelote, une bobine de fil, et avec cette bobine ainsi pouvoir ressortir. Et dans le roman, elle met également à sa disposition à l'intérieur du labyrinthe son arme afin qu'il puisse tuer plus facilement le Minotaure. Dans d'autres légendes, il le tue à main nue, mais bon, c'est tellement... Il y a 20 000 versions en mythologie, c'est ça que je trouve absolument fascinant. Bref, il tue le Minotaure, il s'échappe et il emmène avec lui Ariane. Il devait également emmener Phèdre, sa sœur, mais bizarrement, elle n'a pas compris où il fallait qu'elle aille et elle ne part pas avec eux. Ils s'arrêtent en chemin. Sur l'île de Naxos, ils vont passer ensemble une première nuit. Ariane et Thésée absolument fabuleuse. Sauf que le lendemain matin, quand elle se réveille, Ariane, eh bien, elle est toute seule sur cette île. Tout le monde s'est barré et voilà, elle se retrouve là dans un désespoir absolu. Elle a trahi son père, elle a trahi la Crète. Personne ne viendra la chercher sur cette île, elle se sent complètement perdue, elle a l'impression qu'elle va mourir ici, etc. Alors après c'est pareil, la légende, la mythologie grecque donne plusieurs versions à la suite de cette histoire. Dans certaines histoires elle meurt, etc. Ici, elle va être secourue, entre guillemets, par Dionysos, le roi du vin, de la vigne et de tous les excès que comporte ce dieu. J'ai dit roi ou dieu? Peut-être que je me suis trompée et que j'ai dit roi. C'était un dieu, hein, Dionysos. Il va lui porter secours. Voilà, je vais pas en dire plus. Après, il faut lire le roman. Je vous en dis déjà pas mal parce que bah, c'est de la mythologie, donc c'est des histoires qu'on connaît déjà. Je vous raconte une bonne partie du roman, mais je vous raconte la légende connue. J'ai passé un excellent moment. Je suis
toujours en fait complètement subjuguée par la mythologie grecque. Je trouve ça passionnant, ces histoires. Quand j'étais jeune, j'adorais la mythologie grecque, j'adorais toutes les histoires aussi qui étaient dues aux dieux égyptiens. C'est vrai que les dieux égyptiens, ça m'a un peu passé, mais alors, la mythologie grecque, je trouve ça fascinant. Ariane, sa mère, Pasiphae, c'est la sœur de Circé, par exemple. Enfin, tout le monde se rejoint, j'adore la mythologie grecque. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai toujours pas lu Circé, je n'ai toujours pas lu Achille, le chant d'Achille de Madeline Myler. Voilà, je sais pas pourquoi j'y vais pas sur ce roman-là, parce qu'en fait tout le monde dit qu'ils sont géniaux et j'ai peur d'être déçue. Mais je finirai par les lire. Bref, du coup je reviens à celui-ci, à Ariane. J'ai adoré la manière dont nous conte cette légende Jennifer Sand. Je me suis pas ennuyée un seul instant. Je trouve ça fascinant en fait, cette légende. Je trouve ça fascinant, ce destin qu'elle a ensuite avec Dionysos. Le destin qu'aura sa sœur Phèdre, le destin qu'aura Thésée. Voilà, je trouve que faut aimer la mythologie grecque, faut aimer les légendes, faut aimer tout ce qui a trait à ça, au Minotaure. Voilà, on voit beaucoup de personnages passer dans ce roman-là. On suit Dédale, Icare. Il y a aussi une référence au roi Midas. Enfin, on voit beaucoup de monde dans ce roman-là. Et voilà, j'ai passé un excellent moment. Je trouve que la plume est très bonne. Une vraie plume de conteuse qui a su me divertir avec une histoire que je connais déjà. Voilà, pour faire très brièvement, Ariane, c'est l'histoire de cette jeune femme qui va aider Thésée, le prince d'Athènes, à tuer le Minotaure, à tuer son propre frère, et qui aspire à s'échapper avec lui, et un petit peu à déjouer la colère du roi Minos, ce père qui est très compliqué. Au dos, il y a écrit d'une plume exquise et exceptionnellement envoûtante. Cette réécriture de mythe est savoureuse. Je suis d'accord. Et il a également écrit: si vous avez aimé Circé et le chant d'Achille de Madeline Myler, vous allez dévorer Ariane, la réécriture d'un autre mythe grec captivant et terrifiant. Jennifer Sand en ferait un vrai page turner. Et voilà, je suis d'accord au sujet d'Ariane. Et puis ce livre, très joli, le jaspage est très beau. L'intérieur ici, l'objet livre, il est absolument dingue en plus. Je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Voilà ce que je pouvais vous dire au sujet d'Ariane. Si vous aimez les réécritures, la mythologie, foncez. Sinon, j'ai également terminé la librairie Morizaki de Satoshi Yagisawa, qui est donc un roman qui vient de paraître aux éditions Hauteville. Là, on part sur une ambiance toute autre, on part sur beaucoup de douceur. C'est un petit roman que j'ai trouvé tout doudou. C'est un roman japonais et pourtant, je trouve que ça change un petit peu de la littérature japonaise habituelle. Il y a un ton normalement très propre à la littérature japonaise que je n'ai pas retrouvé ici. Ici, on va suivre l'histoire de Takako. Takako, elle vient d'avoir le cœur brisé, Hideaki, l'homme qu'elle aime depuis toujours, et en fait va se marier à une autre. Elle décide du coup, ils sont collègues de travail, elle décide du coup de quitter son travail. Et puis elle est appelée un jour par son oncle qui tient la librairie Morizaki et qui lui dit: écoute, viens, j'ai besoin d'aide, il faudrait que tu viennes. Cette librairie, elle est... Oula, j'ai une tête de folle, j'avais pas vu. Cette librairie, elle est implantée à Jimbosho. Alors apparemment, je connais pas du tout, mais apparemment c'est un quartier où il y a de nombreuses librairies à Tokyo. Et Satoru, son oncle, lui propose de s'installer au premier étage de la librairie et de vivre et un petit peu de se reconstruire. C'est une histoire très courte, elle fait même pas 200 pages. Je l'ai lu sur une journée, ce petit roman, je l'ai trouvé tout mignon, tout doudou. Voilà, c'est une jolie histoire, c'est une histoire qui appelle à la reconstruction. Je l'ai lu en lecture commune sur Instagram et la personne avec qui je l'ai lu, j'ai décidément beaucoup de mal à parler aujourd'hui, me dit j'ai l'impression qu'il y a 2 romans en un. Et je suis assez d'accord sur le sujet, puisque oui voilà, moi l'histoire à laquelle je m'attends, c'est Takako qui se reconstruit, qui apprend à revivre parmi ses livres, parmi ces gens avec une philosophie de vie un petit peu différente de ce qu'elle avait. Et avec cet oncle qui est profondément blessé, puisqu'en fait sa femme a quitté le navire dernièrement, elle a décidé de partir un petit peu du jour au lendemain. Et voilà, je m'attendais à ça. Sauf que à la moitié du roman, en fait, elle s'est reconstruite, Takako, et il se passe autre chose. Et
Écoutez, j'ai trouvé ça chouette. C'est pas le roman du siècle, c'est pas le roman de l'année, c'est pas le livre qui me marquera à vitam aeternam, mais c'est une jolie histoire que j'ai aimé lire. Voilà, j'ai passé un moment doudou, un moment cosy. J'ai eu très envie d'aller à Tokyo, dans cette rue où il y a de nombreuses librairies, et du coup je crois que le job est fait pour ce roman-là. Du coup, à la suite de ça, j'ai attaqué Yzma, que j'ai pas là. Yzma, c'est la méchante dans Kuzco, l'empereur mégalo. Et là, on est sur les balbutiements d'Yzma. C'est le début de sa vie, elle est une toute jeune fille. Et on apprend à découvrir celle qui deviendra la méchante Yzma de Kuzco. J'ai attaqué ce roman-là sans conviction, c'est-à-dire que bon, Yzma, c'est pas un de mes Disney, enfin Kuzco, c'est pas un de mes Disney préférés, Yzma, c'est pas une méchante qui me transcende. Voilà, je l'attaque parce que je l'ai reçu des éditions Hachette et que ça fait partie du job en fait, je peux pas recevoir que des trucs qui me font kiffer à 100%. Donc voilà, je l'attaque comme ça, avec un mood un peu bon. Et finalement, bah écoutez, j'aime beaucoup. Donc voilà, je le finirai aujourd'hui, il fait plus de 400 pages mais il se lit à une vitesse folle. Donc je pense que je terminerai aujourd'hui. À l'audio, j'ai également presque terminé également le Lore Manel. Donc je pourrais également vous en faire l'update dans ce vlog. Voilà au niveau de mes deux lectures en cours à l'audio, à l'écrit. Je vous reprendrai demain je pense pour vous débriefer Yzma. Sinon vous l'avez vu hier, je suis allée me perdre en librairie. Il y en a eu une sur mon chemin et là c'est je ne suis pas repartie les mains vides. Il y avait deux achats prévus, puisque je me suis acheté le tome 5 et le tome 6 de Blackwater. Il est temps que je finisse cette saga. J'ai pour objectif... Oh, il est un peu abîmé celui-là, j'avais pas vu. Donc, je disais quoi? Oui, j'ai prévu de finir cette saga sur cette année 2023. Donc, voilà, il me reste La Fortune, le 5 et La Pluie, le 6. Toujours aussi canon les couvertures. Les éditions Monsieur Toussaint, l'ouverture, vont sortir autre chose de de Michael McDowell, pareil avec des couvertures dans ce style. Ça m'a l'air d'être une brique, c'est un truc en un tome et ça m'a l'air sympa. Donc voilà, pour info. Mais bon, je pense que c'est sûr, vous êtes sur Instagram, vous l'avez vu passer de partout. J'ai l'impression de ne voir que lui en ce moment. Je me suis pris le tome 3 de Heartstopper. Celui-ci s'appelle Un voyage à Paris. Je vais retrouver Nick et Charlie. Je vais essayer de le lire très très vite, celui-ci. Et ensuite, j'avais en tête deux romans à me prendre. Le premier s'appelle L'engrenage... L'engrenage je sais plus, l'engrenage temps. Bref, je sais plus. Il y a une version hardback, une version classique. Je voulais absolument la version hardback que je trouve très jolie. Il n'y avait que la version classique. Donc je suis repartie bredouille pour ce livre-là. Je pense du coup que je vais finir par me le commander sur la Fnac. Et je suis repartie avec ceci. Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou, paru aux éditions Nathan. Cette semaine, Julie Jolie. Je vous marque son compte Instagram ici, j'adore son compte Instagram. Elle était lectrice Charleston avec moi. Julie, en fait, parle de ce roman cette semaine en story. Et je sens une immense émotion la submerger. À peine elle commence à parler de ce roman. Et elle dit, lisez-le. Tout simplement, en fait. C'est la première chose qu'elle dit au sujet de ce roman. Et ensuite, elle dit, alors ce roman va vous fracasser, mais il est important. Et je lui envoie un message en disant, ok. Vendu. Je vais aller me le chercher. Je vais vous lire la 4e. Quand la révolution a commencé en Syrie, Salama était étudiante en pharmacie à Homs. Elle avait encore une famille, un foyer, un avenir. En quelques mois, Salama a tout perdu. Sa vie est désormais partagée entre son bénévolat à l'hôpital et Laïla, sa belle-sœur enceinte, la seule famille qui lui reste. Le cœur de Salama est déchiré. Comment à la fois aider son pays en quête de liberté et mettre Laïla à l'abri loin de la violence de la guerre? Puis le monde de Salama est bouleversé quand elle rencontre Kenan. Téléphone au poing, lui se bat avec les images pour montrer au monde ce que le peuple syrien subit. Salama trouvera-t-elle assez de courage pour affronter ses démons et se battre elle aussi par amour? Une histoire brûlante de guerre, de deuil, de famille et d'amour, une lecture incontournable. Donc voilà. Il fait plus de 400 pages, c'est un roman que j'ai trouvé au rayon jeunesse, donc voilà, à découvrir. Je suis pas trop en retard sur mon planning de septembre, donc peut-être qu'avec un peu de chance, je réussirai à le caser ce mois-ci. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. C'est déjà pas mal, je vous reprends plus tard. On est vendredi
et je vous prends pour vous parler de ces deux livres-là que j'ai terminés. Celui-ci donc à l'audio que j'ai écouté sur Nextory. C'est l'avantage en fait avec Nextory. Alors certes, t'es limité à un nombre d'heures d'écoute dans le mois, mais je peux écouter plusieurs livres parce qu'en fait sur Audible, actuellement j'utilisais Audible. T'as un crédit par mois, évidemment tu peux en acheter d'autres, hein, ça y a pas de problème. Du coup je prenais toujours des gros livres pour que ça me fasse tout le mois, alors que là j'ai 15 heures, donc j'ai 15 heures, donc ça veut dire que je peux écouter plusieurs livres, 2 livres de 7 heures par exemple. Donc j'ai utilisé je ne sais pas combien de temps pour celui-ci. Parce qu'en fait, j'arrive pas à savoir encore si le fait que j'écoute en accéléré, du coup, le livre dure 7 heures, mais en accéléré, je sais pas, je mets peut-être 4 heures ou 5 heures à l'écouter. Est-ce que ça me décompte que 4 ou 5 heures? Je pense, ça paraît très logique, mais écoutez, je sais pas trop. J'arrive pas trop à voir pour le moment, donc ça, je vous redirai plus tard. Bref, je suis partie loin. Toujours les mouches, toujours le chien qui ronfle, toujours un vlog de qualité. L'ivresse des libellules de Laure Manel, c'est l'histoire de toute une bande de potes qui se retrouvent tous les ans en vacances tous ensemble depuis des années. Une bande de potes, des couples d'amis plutôt, serait plus logique avec des couples qui sont ensemble depuis très longtemps, des couples un petit peu plus récents. Et des amis, c'est pas une amitié de longue date qui dure de l'enfance, c'est ces amis-là, mais c'est des gens qui se connaissent depuis pas si longtemps que ça, mais qui sont pourtant extrêmement proches, bref. Et donc tous les ans, ils partent en vacances ensemble. Cette année, une des femmes du groupe a proposé de partir en vacances ensemble, mais sans les enfants. Donc ils ont loué une très grande demeure, une très belle demeure où il y a une chambre absolument incroyable. Je crois que c'est avec jacuzzi, etc. Donc qui aura cette merveilleuse chambre? Bref, voyez un peu le mood de ce début de roman. Ils se retrouvent tous, c'est une bande de potes qui s'adorent, mais qui ont tous quelque chose à se reprocher, plus ou moins. Voilà, il y a Sibylle. Sibylle, je crois que c'est le personnage qui est le plus fort et le plus marquant dans ce roman-là. C'est la femme qui a proposé de partir en vacances sans les enfants, puisqu'en fait, elle n'a pas d'enfants. Elle est en couple avec un homme qui, lui, a des enfants. Mais elle n'a pas d'enfant. Et voilà, Sibylle, elle a choisi cette fameuse Bastide. Elle va payer plus cher que les autres sans qu'ils le sachent parce qu'en fait, c'est ça qu'elle voulait. Voilà, elle a un caractère très cliché, mais en même temps, on a tous une amie un peu comme Sibylle, ou on connaît tous au moins quelqu'un un peu comme Sibylle. Bref. Voilà le mood du roman. C'est une bande d'amis qui se rejoint et qui vont passer des vacances ensemble. Et pendant ces vacances, il va y avoir plein de langues qui se délient. C'est un roman qui parle de la vie de couple, en fait. Qui parle de la vie de couple qui, depuis des années, de ce couple que tu crois inaltérable et qu'en fait, t'apprends qu'à un moment donné, ça a capoté. C'est ce couple qui bat de l'aile depuis quelques temps et qui, là, se dit ça va être l'occasion, en fait, avec ces vacances de remettre un peu de piment dans notre vie de couple. C'est ce couple tout neuf, tout beau, tout rose qui s'embrasse langoureusement mais qui cache peut-être quelque chose. C'est un roman qui parle de couple. Il ne se passe rien d'extraordinaire dans ce roman, mais pourtant je passe un bon moment avec Laure Manel, j'aime beaucoup sa plume. T'as l'impression que cette bande de potes, ils sont plus souvent en train de se faire des reproches que des compliments. Et pourtant, ils s'adorent. Voilà, c'est un ton grinçant, c'est un ton particulier. C'est pas mon préféré de Laure Manel parce que peut-être qu'il m'a manqué vraiment une grosse intrigue qui viendrait se dénouer à la fin. Là, vraiment, voilà, on suit les vacances d'amis. En fait, je suis tellement habituée à Laure Manel qui va proposer des trucs très forts, très puissants que quand je lis celui-ci, je le trouve un peu moins pimenté que les autres. C'est un de ses premiers en même temps, donc ça peut s'expliquer. Mais encore une fois, je passe vraiment un bon moment avec cette bande de potes. Et toutes ces petites choses que Laure Manel nous dit et sa manière très juste d'analyser la vie de couple, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé pas mal du tout, ce petit roman qui était paru au livre de poche. Sinon, j'ai lu Yzma, c'est la collection donc des villas Happily Never After de Laurie Langdon aux éditions Hachette Hiro. Il y a 2 autres livres de cette même collection où on va avoir Gaston et Vanessa. J'arrive pas à voir si on voit bien, je pense qu'on voit bien. Comme je vous le dis, ce roman-là, je l'attaque. Je trouve le dégradé dans le dos trop beau.
Bref, peu importe. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite. En fait, c'est la dernière fois en le prenant, je me suis dit, waouh, c'est beau. C'est le vlog où la meuf n'arrive pas à se centrer très longtemps. Yzma, nous on la connaît, la vieille méchante dans Cusco, l'empereur mégalo, mais là on la découvre très jeune. Yzma, elle est très jeune, elle vit avec ses parents, avec ses sœurs, mais elle aspire déjà à de grandes choses. Cette Yzma-là, on la connaît, celle qui aspire à de grandes choses, celle qui rêverait de prendre la place de l'empereur dans Cusco, l'empereur mégalo, ou celle ici qui rêve de grandes choses, qui rêve d'être une princesse, qui rêve d'avoir un rôle important, alors qu'elle n'est pas du tout issue d'une famille de nobles, etc. Ici, on découvre une alchimiste qui est plutôt douée dans ce qu'elle fait, mais qui est plutôt incomprise en fait par sa famille parce qu'elle a ses rêves de grandeur qui sont normalement inaccessibles. Et puis un jour, elle va se faire remarquer par l'impératrice parce qu'en fait, elle ressemble énormément à la fille de l'impératrice. Et cette mouche, j'en peux plus. Donc elle va devenir officiellement la doublure, la goûteuse de la princesse. En fait, elle imagine qu'ainsi l'impératrice verra en elle quelqu'un d'absolument incroyable et qu'elle parviendra peut-être à un rang supérieur à ce que normalement la vie lui prédestinait. Sauf que son plan tourne mal puisque il y a un prince d'un autre royaume, du royaume de Cartacas, qui va venir enlever la princesse. Parce qu'en fait, il a besoin de cette alliance, il a besoin de se marier avec la princesse parce qu'il a besoin de son armée, etc. pour redorer le blason de son royaume. Sauf qu'évidemment, il n'enlève pas la princesse. Il enlève Yzma. Et Yzma va tomber amoureuse de ce prince. Donc voilà, la série là, Happily Never After, en fait ce sont les histoires d'amour des méchants qu'on connaît, les histoires d'amour qu'on ne connaît pas, de ces méchants qu'on connaît très méchants plus loin. Du coup je suis hyper curieuse en fait de l'histoire de Gaston. Peut-être un peu moins de celle de Vanessa, mais vraiment très curieuse de l'histoire de Gaston que je pense me procurer prochainement. Voilà, c'est des histoires qui se passent toujours avant les contes que l'on connaît. C'est une histoire d'amour qui a changé, je pense, ou pas, notre méchant. Voilà, j'y allais sans attendre parce que comme je vous ai déjà dit, Yzma c'est pas la méchante que je préfère, Cusco c'est pas le Disney que je préfère. Et pourtant, je l'ai dévoré ce roman, j'ai passé vraiment un bon moment avec Yzma et avec cette histoire. Il y a quelques longueurs, alors... Étonnamment, d'habitude, les longueurs, c'est plutôt sur le début, le temps que l'histoire se mette en place. Là, je trouve qu'il y a plutôt des longueurs vers la fin. Mais ça n'empêche que j'ai passé un bon moment avec cette lecture de chez Hachette Hiro. En parlant d'Hachette Hiro, transition toute trouvée, je viens de recevoir un colis. Bonjour Angélique, nous avons le plaisir de t'envoyer aujourd'hui ta nouvelle box ambassadeur Disney. Je vais même pas lire, je lirai après, je vais même pas savoir ce qu'il y a dans cette box. Ouh! Je sais ce qu'il y a dans la box. Un poster, j'avais eu le même poster pour le précédent Twisted Tales version collector que j'avais reçu. Et j'ai reçu Canton Pris, la bonne étoile, le Twisted Tale de Pinocchio. Donc c'est Et si la fée bleue n'était pas censée aider Pinocchio. Le jaspage, il est trop beau. Il y a le petit Figaro, Jiminy Cricket. Je suis trop fan. J'ai un agenda à colorier, mais je l'ai déjà eu, l'agenda à colorier, puisque je m'en sers actuellement. Le petit marque-page. Il est vraiment beau, hein. Hop. Il est trop beau. Il est gros celui-ci, hein. Combien il fait de pages? 450. Trop beau. On l'a regardé la semaine dernière, Pinocchio, avec Nono. Alors, Elisabeth Lim. Est-ce que j'ai déjà lu des Twisted Tales d'Elisabeth Lim? Ça me dit rien du tout. Étoile radieuse, tu es la première dont je vois ce soir la lumière. Ainsi commence le souhait qui change tout pour Geppetto, la fée bleue et une petite marionnette nommée Pinocchio. Et pourtant, la fée bleue n'est pas censée accorder des vœux dans le village de Parivat. Peut-être est-ce l'espoir qu'elle sent percer sous la solitude du vieil homme qui l'a fait braver l'interdit. Ou peut-être est-ce le fait qu'il y a bien longtemps, avant d'être la fée bleue, elle était une jeune fille appelée Chiara, avec un simple souhait, aider les autres à trouver le bonheur.
Sa sœur, Hilaria, rêvait quant à elle de quitter leur village isolé pour devenir une chanteuse d'opéra de renommée mondiale. Alors qu'Hilaria aurait donné n'importe quoi pour qu'une fée exauce son vœu, Chiara, elle, ne croyait même pas en leur existence. 40 ans plus tard, Chiara, devenue la fée bleue, défie les règles de la magie pour aider un vieil ami. Mais elle est surprise par la fée écarlate, une sans-cœur qui n'est qu'autre qu'Hilaria, qui garde une rancœur envers sa sœur depuis plusieurs décennies. Elle décide de régler leurs différends par un bon vieux pari, avec le destin de Pinocchio et de Geppetto suspendus dans la balance. Ça m'a l'air pas mal du tout. Il faut... Mon planning est plein jusqu'au novembre. On va bouger quelques livres et puis on va caser celui-ci le mois prochain. J'aimerais bien le lire le mois prochain, parce que j'ai très envie de le lire. Ce mois-ci, ça va être trop compliqué, je crois. 450 pages à caser dans le planning, ça va être compliqué. Sachant qu'on est déjà le 15. Un grand merci aux éditions Hachette-Hiro pour cette trop chouette box. J'ai reçu un autre paquet. Ah, je suis tellement contente de le recevoir. Je l'attendais beaucoup celui-là. Le dernier roman d'Agnès Martin-Lugan, très flashy. Celui-ci, L'homme des 1000 détours. Je trouve le titre d'une poésie incroyable encore. L'un rêve de fonder une famille, l'autre a fui toute attache. Tous deux se sont rencontrés au milieu de l'océan Indien et sans rien savoir de leur secret, se sont liés d'amitié. Quand le premier décide de regagner la France, le second lui demande une étrange faveur, se rendre à Saint-Malo et lui donner des nouvelles de celle qu'il a abandonnée 7 ans plus tôt sans laisser de traces. Des liens du sang aux liens du cœur, l'odyssée d'une famille. Combien ça fait de pages ? 400 pages aussi. Bon, en général, ça se lit extrêmement vite, hein, les Agnès Martin-Lugan. J'ai presque tout lu de l'autrice, il m'en manque 2, je crois. Très flashy, en tout cas, ce dos. Un immense merci aux éditions Michel Lafon pour l'envoi de ce roman. J'aime tellement cette autrice que je suis très très contente de recevoir son dernier roman. Je vais le lire très vite et je vous en reparle très vite. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog. Je vais le clôturer ici. Comme d'habitude, je vous remercie d'avance si vous prenez le temps de liker, de commenter ou de partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. Moi, je vous reprends très vite. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye!